On a tous vu passer ces titres, de plus en plus choquants, qui envahissent nos écrans. Ils transforment nos fils d'actualité en quelque chose de parfois méconnaissable. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce phénomène. Voilà, ça c'est le genre de gros titre qui tourne en boucle depuis quelques mois. Ou alors ça, des histoires de mères et de filles qui expliquent, très sérieusement, que créer du contenu pour adultes ensemble a renforcé leurs liens. La vraie question, elle est là. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point où l'intime devient un spectacle public? Bon, allez, on plonge dedans pour essayer de comprendre. En fait, tout commence souvent par pas grand-chose. Un simple scroll sur TikTok ou Instagram. Ça a l'air complètement innocent, mais ça peut très très vite nous entraîner dans une spirale assez inattendue. Le concept clé à comprendre, c'est celui de soft porn. Ce n'est pas fait au hasard, c'est une vraie stratégie. On parle de vidéos qui jouent sur le suggestif, sur des gestes, des positions, des mimiques très évocatrices, juste assez pour passer entre les mailles du filet des robots de modération. Et c'est là qu'est le changement fondamental. Avant, pour tomber sur ce genre de contenu, il fallait activement le chercher. Aujourd'hui, c'est lui qui nous trouve. L'algorithme est redoutable. Dès qu'il détecte un intérêt, même le plus petit, il nous bombarde. Et ça ne se limite pas du tout à TikTok. Prenez YouTube, une plateforme ultra grand public. On y trouve des titres conçus uniquement pour choquer et pour attirer le clic. Les tabous sont brisés les uns après les autres, ce qui normalise des thèmes qui étaient tout simplement impensables dans l'espace public il y a encore quelques années. Et attention, ce ne sont pas juste des appâts. Les vidéos elles-mêmes sont dans cette même veine et repoussent constamment les limites de ce qui est acceptable sur une plateforme accessible à tout le monde, y compris aux mineurs. Mais alors pourquoi cette escalade? La réponse, comme bien souvent, elle est économique. Il y a un modèle commercial très très précis derrière cette invasion de contenu. La stratégie, c'est un entonnoir de vente bien rodé. En gros, on utilise les plateformes gratuites comme une vitrine géante pour attirer un maximum d'attention. Ensuite, on convertit cette attention en argent sonnant et trébuchant sur des plateformes payantes. 1,8 million, c'est le nombre d'abonnés que l'influenceur Adé Laurent avait sur TikTok avant que son compte soit banni. C'est un exemple parfait de l'efficacité de ce modèle pour construire une audience massive en un torse. Cette analogie est assez frappante. Le problème, ce n'est pas tant que ce contenu pour adultes existe, après tout, c'est légal, mais c'est sa promotion dans des espaces qui sont fréquentés massivement par des mineurs. Le truc, c'est qu'avec autant de créateurs qui utilisent la même stratégie, le marché est devenu saturé. Pour se démarquer, être juste suggestif, ça ne suffit plus. Il faut choquer. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du trash, où la surenchère est devenue la seule et unique règle du jeu. La rivalité entre ces deux créatrices, c'est l'illustration parfaite de cette surenchère. Quand l'une annonce un défi de 1000 partenaires en 24 heures, l'autre lui vole carrément la vedette en le réalisant en seulement 12 heures. Résultat, un buzz médiatique mondial. C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, visiblement, c'est une escalade sans fin dans le choquant et le transgressif. Et les stratégies sont de plus en plus extrêmes. On voit des duos mère-fille ou des frères jumeaux jouer sur une ambiguïté malsaine, des jeunes qui transforment leur 18e anniversaire en événement marketing pour lancer leur compte. Ça va même jusqu'à l'utilisation de deepfakes pour fétichiser le handicap. Forcément, toute cette exposition n'est pas sans conséquences, surtout pour les plus jeunes qui sont en pleine construction de leur identité. Selon une enquête, un quart des hommes de moins de 25 ans pensent qu'il est parfois acceptable d'être un peu brutal ou de forcer une femme. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et qui montre bien une banalisation de la violence. Le point crucial, c'est que cette exposition constante crée un phénomène de désensibilisation. Ce qui choquait hier devient la norme aujourd'hui, et du coup, il faut quelque chose d'encore plus extrême demain pour provoquer la moindre réaction. Face à l'ampleur du phénomène, la question de la responsabilité se pose forcément. Qui est responsable et surtout, quelles sont les solutions possibles? Là, on assiste à un renvoi de balles. D'un côté, les créateurs disent « c'est pas mon problème, c'est aux parents de surveiller leurs enfants ». De l'autre, il y a la réalité du terrain. Avec la viralité et la puissance des algorithmes, c'est une tâche quasi impossible pour les parents. Heureusement, les autorités commencent à réagir. En France, une commission d'enquête a proposé des solutions concrètes. Une vérification d'âge enfin efficace, des protections renforcées pour les mineurs et de vraies sanctions pour les plateformes qui ne jouent pas le jeu, pouvant aller jusqu'à la fermeture. Mais ça nous laisse avec la question fondamentale. Dans une économie entièrement basée sur la captation de notre attention, est-ce que la sécurité peut vraiment l'emporter sur le profit? Parce que le contenu le plus choquant est souvent le plus efficace pour nous faire rester. Ce conflit entre la sécurité des utilisateurs et le business model des géants du numérique reste, lui, complètement entier.